Lui, c'est mon père. Pour le ruiner, ça a été un vrai jeu d'enfant. Elle, c'est Chloé, ma sœur, aujourd'hui en prison. Et là, c'est moi, le millionnaire de la famille. Je possède tout. Cette tête à claque vous énerve? Eh bien je vous rassure, moi aussi. Et pourtant, au plus profond de vous, vous êtes un peu comme lui. Cupide, prétentieux et suffisamment cruel pour prendre plaisir à voir votre famille ou vos amis se ruiner et s'humilier devant vous. Et oui, parce qu'il faut bien se l'avouer, on a tous au fond de nous un petit être qui est un peu moyen, à la limite du sournois et avec des désirs pas toujours très glorieux. Donc moi, mon fond de commerce a été plutôt de voir tout ce qui est petit et moyen et minable chez les êtres humains. Et vous allez le voir, c'est sur cette idée particulièrement cynique que s'est créé le jeu de société le plus populaire de tous les temps, le Monopoly. Pour comprendre comment est né le Monopoly, il faut remonter loin dans le passé, en 1866 pour être exact. On est dans l'Illinois et naît alors Elizabeth Maggie, qu'on appellera Lizzie. Bah oui, on est aux States, on se donne toujours un petit surnom. Lizzie a grandi dans une famille plutôt aisée. Son père il est propriétaire d'un journal et il est également l'un des tout premiers adhérents du parti républicain. Alors attention aux caricatures habituelles sur les républicains. En fait, à leur début, c'était le parti des libertés, qu'elle soit économique avec la liberté d'entreprendre ou civique avec la lutte contre l'esclavagisme, mais aussi la défense des droits des femmes. Et ça, c'est quelque chose qui se ressent vraiment dans l'éducation que Lizzie reçoit de son père. Il fait vraiment en sorte de faire naître chez sa fille une envie de liberté et d'émancipation dans une époque où les femmes ont une place quand même très limitée dans la société. Dans les classes les plus aisées comme celle de Lizzie, en gros, être une femme, ça se limite à être la femme de son mari et grosso merdo, penser comme lui. Mais Lizzie, elle va bien retenir les leçons de son père et va être probablement l'une des femmes les plus émancipées de son époque. D'abord, elle est trop indépendante pour faire des concessions sur sa vie, du coup, elle va rester célibataire jusqu'à sa quarantaine, ce qui est quand même un cas assez rare au 19e. Je ne veux pas d'un mec étiaffé sur mon canapé qui baille en disant qu'est-ce qu'il a bouffé ce soir. Elle est aussi poète, écrivaine, comédienne, humoriste et limite un peu ingénieure. Bref, vous avez compris, Lizzie elle est pas tout à fait comme tout le monde. Et en plus de tout ça, elle est aussi hyper engagée politiquement et contrairement à son père, plutôt dans des mouvements socialistes. Pas un truc vraiment très cool à dire à l'époque aux États-Unis. Et elle fait aussi partie de la communauté Quaker. Alors là aussi, attention à ne pas confondre avec les Mormons, Amish ou autres communautés bizarres. En fait, les Quakers, c'est juste une branche de l'église chrétienne centrée autour du pacifisme, de la préservation des ressources et pour l'égalité des sexes et la justice sociale. Et défendre la justice sociale aux États-Unis avant les années 1900, c'est un peu visionnaire. Parce que concrètement, la justice sociale, c'est juste un concept. Dans les faits, on en est quand même très loin. En réalité, on est en plein dans le Gilded Age, autrement dit l'âge d'or des États-Unis, qui dure des années 1860 à 1900. Et c'est sur toute cette période que l'Amérique va devenir une puissance économique. De très nombreuses industries vont naître grâce à une dynamique largement portée par une forme de capitalisme sauvage. Et qui dit capitalisme sauvage dit le plus fort gagne et les plus faibles disparaissent. Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores. Et en économie, quand les petits herbivores plus faibles ou juste moins cruels se font dévorer, bah ça laisse la place à des énormes monopoles. Et ça va être la base de la croissance économique des États-Unis dans beaucoup de secteurs. Alors évidemment, dans les monopoles les plus connus qui naissent lors du Gilded Age, on peut citer JP Morgan dans la banque, Cornelius Vanderbilt pour les trains, Carnegie dans l'acier et Rockefeller pour le pétrole. Évidemment, tout ce petit monde très fermé se connaît et arrive très bien à collaborer pour garder ses positions respectives. Alors il ne faut pas non plus nier que ces monopoles ont quand même fait la puissance des États-Unis jusqu'à encore aujourd'hui. Et en fait le problème avec les monopoles, c'est qu'ils sont juste synonymes de puissance absolue dans les mains d'une toute petite minorité qui peut du coup imposer sa loi sur la majorité. Typiquement, peu d'entreprises pour beaucoup d'actifs revient à une baisse des salaires. Et autant vous dire qu'à l'époque, le syndicalisme aux États-Unis, bah c'était pas vraiment ça. Donc voilà, on est en 1900, c'est l'injustice sociale qui règne et ça révolte Lizzie. Elle lit beaucoup d'économies sur le sujet et se sent particulièrement inspirée par un certain Henri Georges. Sans rentrer dans le détail de sa pensée, il dit quoi Henri ? Bah tout simplement que la pauvreté, elle découle de la possession des terres ou des actifs par une minorité. En gros, les monopoles économiques freinent la liberté d'entreprendre de la majorité et conduisent à la pauvreté au profit de quelques-uns. Et ça va beaucoup résonner chez Lizzie. On est en 1904 et Lizzie, elle a une nouvelle idée. Créer un jeu de société qui va lui permettre de diffuser ses idées au plus grand nombre et de façon ludique. Alors faut savoir qu'à cette époque, les jeux de société sont hyper populaires et ils comportent le plus souvent une morale. Va naître alors le Landlord's Game, traduisez le jeu des propriétaires,
qui a pour objectif de dénoncer le capitalisme, les monopoles et l'accumulation de richesses par la minorité. En gros, toutes les bases de ce qui sera le Monopoly plus tard sont déjà posées. Le plateau fonctionne avec des cases, des propriétés, une prison, des billets et un trésor public. Ta gueule, ferme-la, il va bosser. Bonjour, enchanté, je suis le trésor public. Et ouais, ça existait déjà. Alors, à la différence d'aujourd'hui et pour remplir son rôle moral, le jeu de Lizzie, il va disposer de 2 carnets. Un avec des règles capitalistes et un avec des règles anticapitalistes. Et ces règles vont permettre la redistribution des richesses créées pendant la partie. L'idée, c'est de permettre aux joueurs de jouer avec 2 mondes et 2 idéologies contraires. Une avec des gagnants et des perdants, et une sans perdants mais sans gagnants non plus. Donc un petit peu moins grisant. Elle va rapidement déposer un brevet pour son jeu et commence à le vendre dans des commerces et au sein de la communauté Quaker où elle connaît du monde. Et le jeu, il prend bien. Il se diffuse même assez rapidement. Bon, en réalité, surtout dans des milieux intellectuels de gauche et sur les campus de fac, mais bon, c'est toujours ça. Et en voyant son succès, Lizzie a dit que ça pourrait peut-être intéresser les grands fabricants de jeux. Elle va donc voir les Parker Brothers en 1910 pour essayer de leur vendre la licence, mais ils se montrent pas très intéressés. Elle va revenir en 1924 avec la même proposition, et ils l'envoient carrément péter en lui disant que son jeu il est beaucoup trop politique pour eux et ils en veulent pas. Dehors! Va-t'en! Et malgré ses refus, elle va continuer à vendre un petit peu son jeu, même si ça lui rapporte pas grand chose. Et c'est seulement en 1932, presque 30 ans après la création du jeu, que tout bascule. Et vous allez voir, la suite de l'histoire, elle va s'écrire sans Lizzie. On part à Philadelphie sur la côte Est et on retrouve les Todd, un couple de Quakers qui reçoit à dîner un certain Charles Darrow et sa femme. Charles Darrow, c'est au départ un vendeur de chauffage, pauvre et surtout au chômage depuis le crash boursier de 1929. Lors de la soirée, les Todd vont leur proposer de jouer à un jeu bien connu de leur communauté, le jeu du Monopole. Alors faut comprendre qu'à ce moment-là, en fait, Lizzie, elle a plus ou moins arrêté de le vendre et les jeux déjà existants passent de maison en maison ou alors certains vont même jusqu'à créer leur propre plateau et modifier un peu les règles. Et chacun lui donne son propre nom. Le plus répandu en 1932 étant le jeu du Monopole. Et même si Lizzie elle a déposé un brevet pour le jeu des propriétaires, il est pas évident de stopper les nouvelles versions du jeu, et de toute façon ce qu'elle se dit c'est qu'elle souhaitait surtout que son jeu se diffuse au max et les idées qu'il porte avec. Donc pas si grave si ça lui échappe et que ça rapporte plus rien. Et évidemment, comme la plupart des nouveaux joueurs, Charles Darrow et sa femme, ils se prennent tout de suite au jeu. Au point où Charles va se dire qu'il y a certainement de l'argent à faire sur un concept aussi fort et prenant. En plus le jeu, il n'a pas vraiment de nom, et Charles comprend assez vite que la majorité des exemplaires sont faits de plateaux et de cartes bricolées. Donc dans sa tête, c'est un concept libre. Il va du coup se lancer dans la création d'un prototype s'inspirant très fortement de celui auquel il a joué. Bon, en gros, il va juste rajouter de la couleur sur les cases. Ah, et retirer les règles anticapitalistes. Parce qu'en fait, c'est un peu chiant ça. T'es en train de gagner et là faut tout filer au fisc pour que ton pactole soit redistribué aux autres joueurs. Ta gueule, ferme-la, il va bosser. Très peu pour Charles, qui préfère clairement l'idée du rêve américain. Tout le monde peut s'en sortir dans la vie, devenir riche, mais par lui-même, sans aide de l'État qui vient entraver les libertés. Et c'est sur ce beau storytelling que Charles va faire son succès avec le tout premier Monopoly. Un nom un peu plus accrocheur que le jeu des propriétaires. D'un coup, le concept de Lizzie devient un hommage aux États-Unis, au self-made man et au capitalisme. En plus, Charles racontera qu'il a entièrement créé le jeu avec son imagination, en expliquant qu'il était au chômage et pauvre, mais il cherchait quand même une façon de s'en sortir et de réaliser son American Dream à lui. Et cette jolie histoire avec son jeu hommage au capitalisme, il va aller le proposer à un grand fabricant de jouets, et devinez lequel, Parker Brothers, qui quelques années plus tôt avait juste envoyé bouler Lizzie avec son jeu limite communiste. Et là, miracle, ils adorent le jeu et veulent le commercialiser. Ils offrent donc un contrat à Charles Darrow en lui achetant la licence du jeu, et à chaque vente de Monopoly qui sera réalisée, il prendra un pourcentage. Alors je vous laisse imaginer la somme au bout de quelques décennies. Bien sûr, ils vont l'aider à marketer un petit peu le produit, packaging, logo et mascotte. Vous savez, ce petit bonhomme très sympathique et souriant qui est juste en fait la représentation parfaite de l'homme d'affaires riche de l'époque. Une simple caricature de JP Morgan ou Rockefeller. Et enfin, ils vont inscrire la jolie histoire de Charles sur chaque jeu pour amplifier le storytelling et le message idéologique du jeu. Et dès les premières années, le Monopoly cartonne. La boîte, la mascotte, le nom accrocheur, tout est pensé pour attirer les gens. Et bien sûr, les frères Parker ont tout le réseau de distribution nécessaire pour en vendre partout. Par contre, ils vont découvrir assez vite qu'en réalité, le jeu des propriétaires que Lizzie leur avait présenté quelques décennies plus tôt, il était breveté. Donc là, c'est un peu chiant.
Parce que pas question de s'asseoir sur les ventes de leur nouvelle vache à lait. Donc, pour avoir aucun problème, ils vont proposer à Lizzie de racheter le brevet de son jeu de hippie. Elle, super contente que Parker Brothers soit enfin intéressé par son jeu, elle accepte en se disant que ça va amplifier encore plus la portée du message du jeu. Et dans un élan de générosité sans précédent, les frères Parker vont lui proposer la somme astronomique de, tenez-vous bien, $500 pour son brevet et aucune redevance. What the fuck? Mais putain Lizzie, fallait juste demander de l'argent. Et c'est seulement plus tard qu'elle comprendra ce que les frères Parker et Charles Darrow ont fait de son jeu, censé sensibiliser les Américains aux idées d'entraide et de partage. Et pour couronner le tout, elle ne sera jamais reconnue de son vivant comme la créatrice du Monopoly. Elle mourra en 1948, veuve, sans enfant, pauvre et dégoûtée par une Amérique addicte à un jeu qui prône les valeurs capitalistes. Elle passe direct de la créatrice de génie à grande perdante de la partie. Charles Darrow, lui, vous l'imaginez bien, il se met bien. Il finit sa vie avec les honneurs et meurt en 1967 en tant qu'inventeur officiel du Monopoly. Et bien sûr, riche à millions grâce aux redevances du seul jeu à son actif. Et ce sera seulement quelques années après sa mort, en 1974, que le mensonge créé par Charles et les frères Parker sera révélé au grand public et que Lizzie sera enfin reconnue comme créatrice du Monopoly. Ça lui fait une belle jambe. Morale de l'histoire. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores. Non, en fait, ici, il n'y a pas vraiment de morale. Si ce n'est qu'avoir un bon karma comme Lizzie, ça sert pas toujours. Et de la morale, on en trouve encore moins quand on analyse les vrais ressorts qui font le succès du jeu le plus vendu de l'histoire. Aujourd'hui, le Monopoly, c'est juste 30% des ventes de l'ensemble des jeux de société dans le monde. Un chiffre juste délirant vu le nombre de jeux qui existent sur le marché. Alors c'est pas un monopole, mais sur un marché aussi éclaté, on en est quand même vraiment pas loin. Depuis sa création, on compte environ 300 millions de jeux vendus partout dans le monde et traduits dans une trentaine de langues. Avec de nouvelles éditions qui sortent chaque année visant à attirer toujours plus de personnes et surfant sur leur hobby et centre d'intérêt. Sport, régionalisme, séries, films et j'en passe. Il existe presque 2000 éditions différentes du Monopoly et des milliers de collectionneurs à travers le monde. Alors tout ça, c'est un marketing qui est très bien pensé pour nous faire acheter toujours plus de Monopoly et garder le jeu au maximum à la mode. Mais en fait, c'est pas vraiment sur ça que repose le succès du jeu. C'est plus grâce au sentiment qu'il procure lorsqu'on y joue. La première chose à connaître lorsque l'on développe un produit ou une campagne de communication, c'est le consommateur. Et plus particulièrement ses désirs, des plus évidents aux plus profonds. Parfois même ceux auxquels il ne pense pas de façon complètement consciente. Et bien sûr, pour une marque, il est important que ses désirs ne soient pas complètement comblés au moment où elle va proposer son produit ou lancer sa pub. En marketing, c'est ce qu'on appelle l'insight consommateur. En d'autres termes, la motivation profonde d'un individu qui, lorsqu'elle est assouvie, peut conduire à un acte marketing. En gros, l'achat d'un produit ou d'un service. Petit exemple avec cette publicité. Prendre soin de chacun, c'est plus important que jamais aujourd'hui. Prendre soin de ses proches, de ceux qui sont dans le besoin, ou simplement prendre soin de soi en restant à la maison. Alors pour vous y aider, Lotus vous propose des conseils d'hygiène, des activités et des jeux pour occuper vos enfants. Rendez-vous sur lotushygiène.com. Lotus, le bien-être quotidien, fabriqué en France. Ici, Lotus ne nous vend pas du PQ, qui est certes un besoin pour tout le monde, mais qui est juste un besoin physiologique. À travers cette pub, Lotus va juste donner le sentiment à celui qui la regarde que la marque va lui permettre de combler un besoin beaucoup plus fort et personnel. La protection de sa famille, l'amour réciproque de ses enfants et ainsi de suite. Un message quand même beaucoup plus engageant que « Essuyez-vous avec Lotus, vous verrez, c'est doux ». Dans le cas de Lotus, l'insight utilisé, il est moral et positif, la protection et l'amour des siens. Mais la nature humaine étant bien plus complexe que ça, on va voir qu'un insight peut aussi trouver sa source dans des motivations beaucoup moins nobles. Si on revient typiquement sur le Monopoly, on serait tenté de se dire que le double carnet avec les règles anticapitalistes a été abandonné parce que les méchants capitalistes Darrow et les frères Parker nous ont imposé leur mode de pensée en ne gardant que les règles capitalistes. Mais la réalité, c'est qu'ils se sont juste adaptés aux motivations de la majorité d'entre nous et à ce qui nous procure le plus de plaisir lorsque l'on joue. Gagner en ayant un maximum de richesse et voir les autres se ruiner petit à petit et finir dans le mal. Et aussi triste que ça puisse paraître, ça, c'est l'insight sur lequel repose le succès du Monopoly. Et qui fait que partie après partie, on a toujours plus envie de jouer, malgré les potentielles engueulades. Soit pour continuer à gagner et à humilier les autres, soit pour prendre sa revanche et se mettre à humilier soi-même. Alors dit comme ça paraît très cruel. Et honnêtement, ça l'est. Alors rassurez-vous, si vous aimez jouer au Monopoly, ça veut pas dire que vous êtes un monstre, mais plutôt que l'argent, qu'il soit fictif ou réel, agit sur votre comportement sans que vous vous en rendiez compte. D'abord, en vous rendant addict. Plus j'en gagne, plus j'en veux. Ça, c'est le business model des casinos ou des jeux d'argent.
qui, au-delà même de jouer sur le plus j'en gagne, plus j'en veux, surfe même sur le plus j'ai l'espoir d'en gagner, plus je joue. Le Monopoly, il a à peu près le même ressort, avec heureusement un impact beaucoup plus limité, avec des faux billets et le temps court d'une partie ou deux. Mais ça enclenche quand même chez nous quelque chose. En tout cas, il est dur de nier qu'accumuler les billets lors de parties n'est pas jouissif. Au-delà de l'effet addictif, l'argent va petit à petit modifier votre comportement. Petit exemple avec une étude de Berkeley aux États-Unis sur le Monopoly justement. Des chercheurs se sont amusés à faire jouer des étudiants en duo au Monopoly en tronquant un peu les règles. Puisqu'en fait, ils ont fait commencer la partie avec un joueur qui recevait beaucoup plus d'argent que le deuxième. Et évidemment, sans grande surprise, dans la majorité des cas, le gagnant était celui qui partait avec la plus grosse somme. Mais en fait, ils se sont surtout rendus compte que le joueur avec la plus grosse somme, au départ, il se sentait un peu gêné de commencer la partie avec une longueur d'avance. Mais plus la partie elle avançait et plus son comportement changeait à vue d'œil. Dans toutes les observations, le joueur avantagé se mettait petit à petit à jouer de manière très agressive et avec une envie de plus en plus forte d'avoir tous les terrains juste pour lui. Et il va même jusqu'à finir par se moquer de son adversaire en le voyant perdre. Alors on peut se dire, oui mais c'est dans le cadre d'un jeu, on serait pas tous pareils dans la vraie vie. Pour le coup, des études similaires ont été menées sur des personnes vraiment riches et d'autres vraiment pauvres et le constat est malheureusement le même. Les riches ont le plus souvent moins d'empathie envers les autres, et une distinction entre ce qui est bien et ce qui est mal plus floue que les pauvres. Des chercheurs d'Harvard ont d'ailleurs montré qu'en prenant des étudiants avec le même niveau de vie, et quand on leur fait entendre des mots en rapport avec l'argent, ils vont avoir tendance à se comporter de façon plus immorale ou à mentir. Et ça, juste avec des mots comme argent, billet ou fric. Bref, l'idée ici c'est pas tellement de vous faire un listing de toutes les études sur la psychologie de l'argent, mais plus en fait de vous montrer que jouer au Monopoly, ça a un impact sur nous dont on ne se rend pas forcément compte et qu'on le veuille ou non. Gagner au Monopoly, c'est nous rendre addicts autant à l'argent et à l'accumulation de biens qu'au fait de voir ses adversaires en chier avec notre empathie qui nous quitte peu à peu pour laisser place une petite forme de cruauté. Bon, évidemment, tout ça c'est sur un temps très court et sans réel enjeu d'argent, donc c'est pas très grave. Mais ne vous y trompez pas, si vous aimez le Monopoly, c'est que vous avez été victime de l'exploitation d'un de vos insights. Un insight auquel vous n'aviez même pas forcément pensé ou que vous ne voulez pas totalement admettre. Et qui pourtant vous fait acheter et jouer sans cesse à un jeu qui vous donne l'impression brève et ludique d'être le roi du monde en vous allégeant au passage de votre morale et de votre empathie. En fait, c'est certainement ce qu'a dû ressentir Charles Darrow lorsqu'il a vu la pauvre Lizzie vendre son jeu pour seulement 500 $ en sachant ce que ça allait lui rapporter à lui. Bon, après c'est quand même ultra marrant de jouer au Monopoly, on va pas se mentir. Voilà, j'espère que cette vidéo sans morale et sans aucun espoir dans la nature humaine vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et sinon, un petit like ou un commentaire, c'est toujours cool.